Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. L'origine des sorcières remonte à l'Antiquité. Et dans cette époque très lointaine, la sorcière était une sorte de femme chamane et païenne qui vivait en osmose avec la nature. Elle communiquait et invoquait les esprits de la nature, et elle vénérait les deux grands luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. Mais dans les faits, les femmes accusées de sorcellerie étaient surtout des guérisseuses qui, donc, manipulaient des herbes et autres ingrédients pour la préparation de remèdes. Ces femmes étaient donc suspectées de réaliser en réalité des potions malfaisantes. Et c'est notamment cela qui a mené aux effroyables procès des sorcières de Salem. En 1689, les villageois obtiennent le droit de fonder leur propre église. Ils choisissent le révérend Samuel Parris, un ancien commerçant, pour devenir leur pasteur. Ses méthodes austères et ses exigences matérielles, il cherche à récupérer le titre de propriété du presbytère qu'il occupe, ne font qu'augmenter les frictions. Nombreux sont les habitants qui se jurent de chasser le révérend Parris et qui cessent de contribuer à son salaire au mois d'octobre 1691. En cette période de trouble, sa fille Betty, âgée de 9 ans, et sa nièce Abigail Williams sont magnétisées par les légendes captivantes que leur raconte Tituba, leur esclave originaire de la Barbade. En 1692, la jeune Betty Parris commence à faire des crises. C'est aussi le cas d'Abigail Williams et d'Anne Putnam, une amie des filles. Horrifiés, docteurs et pasteurs observent les filles convulsées, se recroqueviller sous des chaises et hurler des inepties. Peu instruits en biologie, en médecine ou en psychologie, ces notables concluent à la possession. Ils brutalisent les petites jusqu'à ce qu'elles dénoncent des femmes plus ou moins marginales de leur entourage. Tituba est accusée d'être une sorcière, tout comme Sarah Good, une mendiante débraillée, et Sarah Osborne, une vieille femme sénile. Après avoir été gravement passée à tabac, Tituba commence à avouer et à dénoncer d'autres personnes. Le diable est venu à moi et m'a ordonné de le servir, aurait-elle affirmé en mars 1692. Les villageois envoûtés écoutent alors Tituba raconter des histoires de chiens noirs, de chats rouges, d'oiseaux jaunes et d'un homme aux cheveux blancs qui lui aurait ordonné de signer le livre du diable. Elle aurait vu plusieurs sorcières à visage découvert qui ne rêvaient que de détruire les puritains. Il fallait donc dénicher ces prétendues sorcières. La fièvre de la dénonciation s'empara de la communauté et contamina toute la région. Les habitants, terrifiés, se mettent alors à dénoncer de plus en plus de sorcières aux enquêteurs qui font du porte-à-porte. Certaines personnes alors dénoncent à tout va, dans le but de sauver leur propre vie, s'inventant une identité de sorcière qui souhaite collaborer, puisque nier leur appartenance à la sorcellerie les enverrait de toute façon droit au supplice. Mais alors, comment prouver qu'une personne pratique la sorcellerie si elle n'avoue pas ? Eh bien, nos inquisiteurs ont réponse à tout. La preuve spectrale. La sorcière posséderait un spectre qu'elle enverrait, comme bon lui semble, à n'importe qui, dans un rêve ou une vision. Ainsi, l'apparition d'un accusé dans le rêve ou la vision d'une autre personne suffit à confirmer que cet accusé a pactisé avec Lucifer, lui permettant d'utiliser son enveloppe corporelle afin de nuire. Aussi incroyable que cela paraisse, cela constituait bel et bien une preuve tangible pour ce tribunal de fortune créé spécialement pour l'occasion de cette chasse aux sorcières. Mais alors, comment reconnaître une sorcière et justifier ainsi son interrogatoire ? L'imagination des bourreaux pour détecter si une femme était une sorcière était sans limite. On recherchait avant tout la marque du diable. Par exemple, une tache de naissance, notamment sur le côté gauche du corps, parce que, dans ce cas-là, pas de doute, on avait affaire à une sorcière portant le stigmate de sa rencontre avec le malin, infligé par la queue ou la griffe de ce dernier. Les femmes, les filles, et parfois même les fillettes, étaient présentées nues à des juges qui devaient évaluer le caractère diabolique des marques. On prenait une épingle et on les piquait pour voir si elles saignaient.
Si elles ne saignaient pas, alors elles étaient des sorcières. L'ordalie, c'était une technique qui consistait à les plonger dans de l'eau bénite. On leur attachait les mains et les pieds avant pour être sûr. Si elles coulaient, alors elles étaient innocentes. Mais si elles flottaient, cela voulait dire que Dieu rejetait leur corps marqué par le diable. Ainsi, il suffisait de terminer la besogne en les noyant. Il fallait aussi se méfier des femmes qui avaient des animaux domestiques, ou même de celles qui s'approchaient des animaux domestiques des autres. En effet, durant les grandes périodes de chasse aux sorcières, les gens croyaient que les sorcières avaient même la capacité d'allier les animaux à leurs desseins. Même les mouches et autres insectes qui pénétraient dans les cellules, où étaient enfermées de supposées sorcières, étaient considérés comme des messagers de ces soi-disant êtres malveillants. Si une femme avait eu plus d'un mari, elle était automatiquement jugée pour sorcellerie. Même si c'est faux, et s'il n'existe aucune preuve pour la condamner, une femme dont le mari est décédé l'avait forcément empoisonnée et tuée afin de pouvoir séduire un autre homme. Une manière plutôt radicale pour juger les femmes qui ne restaient pas dans les rangs. Même si cela semble absurde, les personnes qui usaient de sarcasme étaient considérées comme faisant usage de sorcellerie. Ce fut notamment le cas de John Willard, qui était pourtant un agent de police de Salem, assigné au jugement des personnes accusées de sorcellerie. Après avoir chassé et condamné un grand nombre de gens pendant des années, il a commencé à douter de la justesse de ses actes. En mai 1692, il a alors déclaré sarcastiquement « Suspendez-les tous, ce sont tous des sorciers », après un jugement. Il a alors été accusé et condamné lui-même pour sorcellerie. Les témoignages étranges et les rumeurs s'accumulent, les accusés sont torturés et sont jugés lors de procès expéditifs tenus dans ce tribunal spécial. Bientôt, on pend 19 sorcières à Gallows Hill. 6 hommes et 14 femmes sont ainsi exécutés pour sorcellerie au cours de l'été 1692. Un des accusés, Giles Corey, est torturé à mort alors qu'il refuse de plaider. 5 autres, dont un nourrisson, meurent en prison. On ne manquait pas non plus d'imagination quant au moyen de faire avouer aux sorcières leur allégeance aux malins. Parfois donc, ces supplices servaient au préalable à prouver leur statut de sorcière. Bon nombre ont évidemment préféré avouer, la mort leur semblant une issue plus favorable à la continuité de ces tortures. Et vous allez vite comprendre pourquoi. L'estrapade consistait à nouer les bras d'une supposée sorcière derrière son dos, à accrocher des poids à ses pieds, puis à la suspendre brutalement via une sorte de levier plusieurs fois de suite. Bras désarticulés, os cassés dans tous les sens, aveu ou mort. Les brodequins consistaient en 2 planches de bois attachées de part et d'autre des jambes de l'accusé, que l'on resserrait peu à peu, jusqu'à ce que tous les os des jambes éclatent. Regardez la photo. Maintenant, imaginez que cet objet est de plus en plus resserré sur des doigts qui éclatent. Imaginez aussi que des pics sont utilisés pour être glissés sous les ongles de la sorcière présumée. À votre avis, en combien de temps elles avouaient? Vous avez plus de temps pour y réfléchir? La Vierge Noire était un sarcophage noir dans lequel on enfermait la sorcière. À l'intérieur du sarcophage, des lames qui percent sans tuer. On ouvre, on ferme, encore et encore, jusqu'à ce que mort s'en suive, ou jusqu'à l'aveu tant attendu. Encore très utilisé aujourd'hui, notamment à Guantanamo, tant il a fait ses preuves, ce supplice consistait à enfermer une sorcière dans une pièce avec un objet dans la bouche relié au mur par une corde. Si la sorcière essayait de s'allonger, elle s'arrachait les dents. Elle était donc obligée de rester debout, incapable de dormir. Au premier signe d'hallucination, les juges se félicitaient. Nous avons là une sorcière. Enfin, le plus connu et non moins terrible, la purification par le feu.
On couvrait la sorcière de goudron pour vraiment s'assurer qu'elle prendrait bien feu, parce qu'on ne savait jamais avec les sorcières. Elles auraient été capables d'en échapper, on ne sait pas trop comment. On allumait donc le bûcher et on laissait les flammes monter, monter des pieds jusqu'aux cheveux. Le 3 octobre 1692, le révérend Increase Mather, président de l'université de Harvard et père du célèbre prêtre Cotton Mather, dénonce l'emploi de preuves trop légères et le crédit accordé à des déclarations intangibles d'ordre surnaturel. Il vaudrait mieux que 10 sorcières accusées s'échappent, plutôt qu'un seul innocent soit condamné, affirme-t-il alors. Le gouverneur William Phips s'ulcère lorsque les jeunes filles possédées désignent sa propre femme. Déterminé à apaiser l'hystérie, il suspend le tribunal spécial et le remplace par une cour supérieure où les preuves spectrales ne sont pas entendues. On n'y condamnera que 3 des 56 accusés. William Phips les graciera, ainsi que 5 autres personnes attendant d'être exécutées. En mai 1693, il gracie tous ceux qui se trouvent encore en prison pour des accusations de sorcellerie. Avec le temps, certains accusateurs présenteront même des excuses publiques. La législature finira par réhabiliter la dignité des condamnés et par octroyer des compensations financières à leur descendance. Depuis lors, les sorcières n'ont cessé de fasciner les amateurs d'ésotérisme et les plus sceptiques. La littérature et plus récemment le cinéma ont exploré ce phénomène sous tous ses aspects possibles. Vilaine sorcière au nez crochu, bonne marraine qui veille sur les nouveau-nés, sorcière courageuse féministe, personnage presque sympathique, humoristique, la palette de personnalités de la sorcière est très vaste. Cette fascination a même donné lieu à un courant bien plus récent et dans l'air du temps, la sorcière moderne, adepte de la Wicca. À découvrir dans une autre vidéo traitant spécialement du sujet, toujours sur Contastique.